fois, nous rencontrons des personnes ressources qui nous disent que j'ai raté l'école à cause de faute de moyens. D'autres diront que peut-être je faisais des jeux dans ma vue au point que j'ai raté mes cours. Donc on les donne une seconde chance de pouvoir en fait rattraper ce mécanisme, c'est-à-dire d'être dans l'alphabétisation. Et ça c'est un programme qui concerne vraiment beaucoup de femmes. Nous avons également une équipe commerciale qui se disperse, c'est-à-dire qui va au niveau de ces GIE, qui les rencontre, qui font l'enrôlement sur place. Et l'opportunité qu'on offre, c'est-à-dire que vous avez une autre carte magnétique qui aujourd'hui permet de recenser ce qu'on appelle des informations qui vous sont liées. Automatiquement, lorsque cette carte, vous l'avez, c'est une application que vous avez sur votre téléphone, Internet. Et là, vous pouvez faire ce qu'on appelle du e-tonding. Vous pouvez faire également un système de financement et vous pouvez également suivre les opérations qui se passent en temps réel par rapport à la personne qui est concernée. C'est-à-dire que vous aurez le nom, le prénom, le nom du GIE, mais également vous aurez l'activité, c'est-à-dire le secteur d'activité même du GIE. Donc cette espèce de carte QR code nous permet aujourd'hui d'avoir une traçabilité dans le cadre de nos activités, mais également de pouvoir satisfaire la demande. Bien que pour le moment, nous avons un rush au niveau de Médina, c'est-à-dire les quartiers les plus populaires où les gens sont organisés en GIE, au niveau de Pékin également, parce que nous avons des locaux au niveau du 4C, l'autre local au niveau de Pékin, et là, vraiment, on envisage de pouvoir externaliser ça dans toutes les régions du Sénégal. Donc, pour ma part, c'est ce que je voulais dire en résumé. J'espère que on reste à l'écoute également s'il y a des questions entre vous. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci, Madame Diaby. Je pense que Nafanek est bien là. Hein? Voilà, c'est la carte Nafanek. Voilà, donc Nafanek est là. Hein? Alors, donc, nous avons bien pris note, Madame Diaby, en tout cas, de tous ces services financiers et non financiers que votre structure propose. Et je pense que ce n'est pas rentrer dans l'oreille de notre sous. J'ai vu Madame la présidente Fatouma Dakar, qui travaille avec beaucoup de dames et qui devrait être très intéressée par votre offre. Donc, sans tarder, je donnerai la parole à Cheikh Tidiane Baye. Lui, il est expert agronome du bureau de mise à niveau. Le bureau de mise à niveau est une structure qui accompagne beaucoup d'entreprises, dois-je dire, puisque c'est des PME comme des grandes entreprises, que ce bureau-là accompagne à travers des offres aussi bien financières que non financières. Je lui donne la parole pour partager avec l'assistance tous les services que le bureau de mise à niveau propose, en invitant, n'est-ce pas, à mettre beaucoup plus de focus sur le secteur de l'élevage qui nous concerne. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'élevage. Je pense que c'est un plaisir pour nous de participer à cette deuxième édition du Forum des opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage. Nous avons été là l'année dernière. Donc, cette année également, nous avons réédité. Pour dire que c'est vraiment un événement important, certes pour le ministère, mais surtout pour le secteur privé. Et je le dis parce que le bureau de mise à niveau est certes une structure publique, sous tutelle du ministère du Commerce, mais c'est un service qui a la particularité d'être, je dirais, gouverné par le secteur privé. Toutes les instances de gouvernance du BNL, que ce soit le comité de pilotage, le comité de surveillance, sont présidés par le secteur privé. Donc là, nous travaillons exclusivement pour le secteur privé. Donc c'est un bureau qui a été créé en 2004, donc sous bien entendu du ministère du Commerce, et qui a comme mission de renforcer la compétitivité des entreprises à travers deux, en tout cas, types d'appui. D'abord, des appuis techniques
à l'endroit des entreprises, mais également des appuis financiers, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le secrétaire général. Donc dans l'appui technique de façon vraiment résumée, ça démarre avec l'adhésion de l'entreprise au programme jusqu'à la confection, l'élaboration d'un plan de mise à niveau. Donc dans ce processus-là, il y a d'abord le diagnostic, une fois que l'entreprise fait sa demande d'adhésion au niveau du bureau de mise à niveau. Il y a une succession de missions qui sont faites auprès de l'entreprise pour justement faire le diagnostic de l'entreprise. Ça regarde l'entreprise dans toutes ses fonctions, que ce soit la fonction organisation, fonction technique, commerciale, marketing, et même tout récemment, tout ce qui est fonction environnement, efficacité énergétique. C'est vraiment essayer de voir l'entreprise à 360 degrés pour voir à chaque niveau quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et à partir de ce diagnostic-là, essayer d'identifier les types d'actions qu'il faudra pour l'entreprise pour accélérer son développement. Et ce sont ces actions-là qui sont ensuite traduites en investissement, que ce soit matériel ou matériel, qui constitue ce que nous appelons le plan de mise à niveau de l'entreprise. Parce qu'on suppose qu'une fois que l'entreprise, connaissant ses faiblesses, ses forces, les actions sur lesquelles il doit agir pour se développer, ces actions-là sont traduites maintenant dans un business plan pour, en tout cas, montrer la voie à suivre pour l'entreprise pour vraiment accélérer son développement. Donc, la première phase qui consiste sur l'appui technique, vraiment de façon très synthétique, consiste en cela. C'est vraiment aider l'entreprise d'abord à réviser tous ces processus, voir qu'est-ce qu'il doit faire pour se développer et surtout essayer de traduire ces actions-là en investissement, que ce soit matériel ou matériel, et l'ensemble des deux construit ce que nous appelons dans le jargon le plan de mise à niveau, ou tout simplement le plan d'investissement de l'entreprise, qui est maintenant justement validé par un comité de pilotage. Le comité de pilotage qui comprend tous les secteurs, en tout cas, qui s'intéressent à la vie de l'entreprise. D'abord, dans ce comité de pilotage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est présidé par le patronat sénégalais. Dans ce comité de pilotage-là, il y a l'APBF, Association des professionnels de banque et établissement financier du Sénégal, à la personne du directeur exécutif qui assiste à ce comité. Les ministères concernés par le programme, ministère des Finances, ministère de l'Industrie, ministère de l'économie et ministère des PME, bien entendu, en charge des PME. Mais ensuite, des banques qui siègent à tout de rôle dans ce comité de pilotage. Et vraiment, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est vraiment des approbations qui sont toutes objectives pour permettre à l'entreprise, en tout cas, d'être bancable au niveau des institutions financières et de pouvoir réaliser son plan d'investissement. Mais le bureau ne s'arrête pas à ce niveau-là, parce que là, on est juste la phase d'appui technique pour aider l'entreprise à identifier vraiment les réels investissements qu'il lui faut pour se développer. Une fois que le plan d'investissement est approuvé par le comité de pilotage, on démarre maintenant la phase d'appui financier, qui consiste à accompagner l'entreprise à accéder au financement et à réaliser son plan d'investissement de façon très simple. Maintenant, en quoi faisant? Dans cette phase d'appui financier, il y a tout ce qui est mise en relation avec les banques pour décrocher le crédit. Mais avec derrière une prime accordée à l'entreprise sur les investissements effectivement réalisés. Cette prime, elle varie de 20 à 40% pour les investissements matériels et elle est de 70% pour les investissements immatériels. Donc on a dit 20 à 40% pour tout ce qui est grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. La prime sur investissement matériel est de 20% de l'investissement. Maintenant, on peut le plafonner à 100 millions, à 150 millions en fonction des types de programmes et en fonction des bailleurs avec qui nous travaillons. Cette prime, c'est vraiment un émolument. Donc c'est donné, ce n'est pas quelque chose de remboursable. Mais l'entreprise l'acquiert une fois que l'investissement est effectivement réalisé et constaté par le bureau. Mais par contre, dans le processus d'accompagnement financier, cette prime peut être un levier pour décrocher le financement auprès des banques. Ça peut être soit conçu en apport propre de l'entreprise si le schéma financier l'exige, ou tout simplement constituer en tout cas une garantie
parce que la prime peut être nantie auprès de la banque, de sorte que l'entreprise ne pourra entrer en possession que si elle a effectivement remboursé son crédit. Donc dans la phase d'accompagnement financier, aussi c'est à ce niveau-là. C'est la prime, la mise en relation avec les banques et l'utilisation de la prime comme levier pour vraiment décrocher le financement. Donc dans ces cas aussi, c'est des mises en relation avec des fournisseurs. On a eu à le faire. Un groupe d'entreprises accompagné dans un secteur bien déterminé, on essaie de trouver un fournisseur unique, essaie d'encadrer la relation pour que de façon tripartite entre le fournisseur, la banque et les entreprises, qu'on puisse mettre en place un schéma qui permet aux entreprises de réaliser, d'accéder à l'investissement, à la banque d'octroyer le crédit avec des garanties et à l'entreprise de réaliser son plan d'investissement. Donc c'est des schémas qu'on fait selon vraiment les cas. Donc c'est vraiment les deux types d'appui que le crédit mise à niveau apporte aux entreprises, mais vraiment aux entreprises de toute catégorie, que ce soit la grande entreprise comme la petite entreprise. Et là, on a des références chez le secrétaire général dans le secteur d'élevage. Donc, des entreprises comme la Sedima, ils sont passés par la mise à niveau, NMA, Belima. Comme également dans la petite entreprise, on a accompagné beaucoup d'entreprises, aussi bien dans l'intérieur du pays. Bon, je cite souvent le dossier de Kasson, que j'avais personnellement en charge, qui était un dossier très intéressant parce qu'il voulait développer un noyau métier adossé à un système de production fourragère que nous avons eu à accompagner pour réaliser ce projet qui répondait vraiment à une forte demande du ministre de l'Élevage d'alors, Mme Ndiaye, qui en tout cas encourageait les éleveurs à aller dans la production de fourrage. Pour ce qui concerne les petites entreprises également, on a beaucoup accompagné le secteur de l'agriculture à travers des programmes de mise à niveau sectoriels où c'est un groupe d'entreprises situé dans une même localité et a les mêmes problématiques à qui nous pouvons adresser ce type d'investissement de façon très rapide pour pouvoir identifier souvent des investissements plus ou moins similaires et à les accompagner pour l'accès au financement. On l'a fait dans le Tamba, on l'a fait dans le Kébougou, on l'a fait dans la zone de Thiès, Tivaouane, et dans la zone nord également. Donc c'est pour dire que donc, le bureau s'adresse à toutes les entreprises privées de toutes sortes. L'essentiel, bon, je pense après on pourra approfondir dans les B2B. Les critères d'éligibilité sont assez simples. Il faut que l'entreprise soit effectivement en activité et formelle, au moins d'un an. Parce que quand on parle de diagnostic, c'est parce qu'il y a de l'existence. Donc c'est justement pourquoi on demande au moins un an d'existence pour les petites entreprises et 2 ans pour les grandes entreprises. Justement pour faire le diagnostic et voir qu'est-ce qui est vraiment à la portée de l'entreprise par rapport à son projet, mais par rapport à sa situation de référence matérialisée par le diagnostic. Donc ensuite, c'est dans les secteurs éligibles, c'est tout le secteur productif, et l'élevage en fait partie, bien entendu. Je pense qu'il y a que le négoce, les services financiers, peut-être la location d'immeubles qui sont exclus, mais sinon tous les secteurs productifs sont éligibles à la mise à niveau. Donc l'élevage est en pole position parmi les secteurs éligibles. Donc aujourd'hui aussi, nous travaillons, en tout cas en termes d'offres actuelles, on a 2 programmes phares qui sont dans le secteur de l'agriculture et des secteurs de façon générale, le programme CV qui est un projet du ministère de l'Agriculture, avec lequel on a une convention pour accompagner 100 entreprises, et 100 entreprises de petite taille. Donc là, toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'élevage et qui sont dans les régions de Thiès, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et dans les 3 régions de la zone sud sont concernés par ce programme-là. Ils peuvent en tout cas bénéficier de cet accompagnement qui va finir en 2024. Nous sommes également partie prenante dans le projet des agropoles, que ce soit Agropole Centre, Agropole Sud, où il est question, certes, d'accompagner des secteurs prioritaires, mais il y a une possibilité d'ouverture vers d'autres secteurs, parmi lesquels le secteur de l'élevage, comme secteur complémentaire. Donc là aussi, il y a possibilité d'accompagner 50 entreprises dans la zone sud et 37 dans la zone centre. En dehors de ces programmes-là accompagnés par les bailleurs de fonds, il y a également le programme national que nous exécutons chaque année sur la base du budget du BCI, qui nous permet également d'accompagner certain nombre d'entreprises que nous définissons en début d'année en utilisant les ressources de l'État.
Donc vraiment, c'est pour dire que, monsieur le secrétaire général, que le bureau de mise à niveau est une structure au service du secteur privé, de façon générale, mais particulièrement des acteurs du secteur primaire, que ce soit l'agriculture, l'élevage et les activités connexes. Je vous remercie. Donc, nous sommes là, nous avons également un stand avec un collègue qui est en charge. Et nous sommes également disposés à répondre à des questions qui permettraient en tout cas aux opérateurs privés de pouvoir bénéficier du programme. Je vous remercie. Merci, chef. Je note que mes collègues et acteurs de l'élevage bien pris note et je pense connaissent aujourd'hui mieux le bureau de mise à niveau. C'est un bureau qui n'est pas très connu, mais qui accompagne beaucoup d'entreprises, comme Cher l'a indiqué, qui démarre par un peu cette phase de diagnostic qui permet de bien connaître en tout cas là il faudra peut-être agir pour accompagner l'entreprise. S'y ajoute aussi deux types d'accompagnement, un accompagnement technique, un accompagnement financier, à travers les différents outils qu'il vient d'évoquer. Je pense que les gens ont bien pris note et durant la séance qui va suivre, les B2B, je pense que vous risquez d'avoir beaucoup de participants venir me voir personnellement. Donc pour ne pas sans tarder, je vais donner la parole, je vais terminer avec Eric qui va nous parler en tout cas des interventions du FONSTAB. Et avant lui, je vais donner la parole à M. Pape Moussal Dieye. Pape Moussal Dieye est directeur des investissements sectoriels au niveau du FONSIS. Le FONSIS, comme vous le savez, c'est un fonds qui a été mis en place par l'État du Sénégal, je pense que c'est 2012 ans. En 2012 avec le fonds GIF, juste pour accompagner en tout cas tous les acteurs économiques à disposer d'un financement. Je l'ai invité, comme je l'ai fait pour mon précédé à la parole, on peut axer beaucoup plus ces interventions dans le domaine de l'élevage. Donc vous avez 10 minutes, monsieur Dieye. Merci beaucoup. Vous me permettrez de commencer mon allocution par une prière. Assalamu alaikum. Je vous souhaite la paix et d'espérer que ce panel sera utile pour chacun d'entre nous. Comme le secrétaire général a eu à le dire, le FONSIS a été créé par une loi en 2012 et est devenu fonctionnel en 2014. Ces missions prévues dans le cadre de la loi sont de trois natures. La première concerne l'investissement en capital dans des projets structurants, des projets qui peuvent transformer notre économie et en droite ligne avec la politique économique du pays. Bien entendu, ces projets doivent être rentables et pérennes, sans quoi les fonds ne se renouvellent pas. Sa deuxième mission concerne l'accompagnement des PME-PMI. Mon intervention passera beaucoup plus de temps sur ce volet. Et dans le cadre de cette loi, 20% des ressources du fonds doivent être destinées à l'accompagnement de ces PME-PMI. Le troisième domaine d'intervention du FONSIS, tel que prévu par la loi, concerne la détention pour le compte de l'État de participation dans des sociétés publiques privées ou de détention d'actifs qui lui sont transférés par l'État du Sénégal. Un de ces exemples étant la CNO, dont les parts de l'État du Sénégal et les parts du secteur privé national et les parts, on va dire, des acteurs de l'eau ont été portés par le FONSIS et récemment, la partie dévolue aux salariés est en cours de transfert. Pour revenir maintenant spécifiquement à l'accompagnement des PME, comment le FONSIS intervient? Le FONSIS, je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un fonds qui investit en capital. L'investissement en capital est différent de l'investissement en dette. Lorsque vous financez un projet, vous avez besoin de capitaux entre les actionnaires autour d'une table
Et ensuite, en plus de ces capitaux, vous ajoutez une dette acquise auprès d'une banque, d'une institution financière dans ce métier, pour ensuite financer l'ensemble de vos immobilisations, de votre fonds de roulement, etc. Le fonds 6, fort de cela, donc, a mis en place, soit tout seul ou avec des partenariats, des autres fonds, enfin, ce qu'on appelle une activité de fonds, ou avec une personnalité juridique, une structuration, parfois une thématique, notamment l'autonomisation des femmes, ou bien un fonds thématique sur l'agriculture. Récemment, le plus grand fonds que nous allons lancer en 2023 est un fonds généraliste, à vocation des PME, et qui va adresser donc notamment le secteur de l'élevage et d'autres secteurs d'activité. Pour parler de fonds d'investissement, il est important de comprendre une chose. L'investissement en capital, c'est un investissement très risqué. C'est un investissement dans lequel l'investisseur n'a pas vocation à prendre une garantie. Il s'associe à un promoteur et prend le risque au même titre que le promoteur. Donc l'argent qu'il met sur la table est un argent qui est risqué en ce sens que c'est un risque opérationnel qui est partagé. Si la société marche, vous partagez les profits. Si la société ne marche pas, eh ben, ça passe en perte et profit. Et donc, qu'est-ce que nous faisons pour mitiger ces risques? Ce que nous faisons en réalité pour mitiger ces risques, c'est que nous sommes très impliqués dans la structuration du projet. Le porteur de projet, il vient avec son idée, il vient avec sa documentation, ses études, il nous présente sa demande, et nous avons tout un processus d'investissement. Ce processus d'investissement, il part d'abord, en tout cas, d'une connaissance fine du client. Quand vous avez quelqu'un en face avec lequel vous comptez vous marier, parce que vous investissez en capital, vous êtes actionnaire, vous êtes marié, il est important que vous ayez un profilage, en tout cas le plus fin possible, du promoteur pour savoir quelle est son antériorité, etc., sa crédibilité. Ensuite, vous faites une analyse préliminaire de sa demande. L'analyse préliminaire, ce n'est pas une analyse approfondie, c'est de voir est-ce qu'il y a des prémices, est-ce que ça sent bon. Vous entrez dans une cuisine, vous finissez votre journée, voilà, l'odeur de la cuisine doit vous donner une idée de ce qui vous attend pour le déjeuner ou pour le dîner. Donc l'analyse préliminaire est une analyse qui cherche les prémices de réussite ou en tout cas d'intérêt du projet pour le fonds 6. Il peut y avoir des va-et-vient entre le fonds 6 et le promoteur où nous cherchons à approfondir son idée, et il est important à ce niveau que l'ensemble des zones de risque du projet soient mitigées d'abord par le promoteur. C'est important parce que ça nous donne une confiance au fait que le promoteur connaît son métier, connaît ce qu'il fait et qu'il en a fait une recherche assez approfondie pour nous assurer que l'opérationnalisation de tout cela sera plus ou moins réussie. Il y a énormément de projets au Sénégal, énormément de bonnes idées au Sénégal. Pourquoi nos projets ne réussissent pas? Souvent, c'est parce que leur montage a fait défaut d'anticipation sur les éléments de risque dans l'opérationnalisation. Et ça, le fonds 6, il passe énormément de temps. Parce que c'est un investissement en capital, nous prenons beaucoup de temps dans des allers-retours avec les promoteurs à dérisquer le projet. Et de rappeler qu'un projet peut coûter cher dans son montage. Souvent, les porteurs de projets ne s'en rendent pas compte, et c'est peut-être là aussi un des éléments avec lesquels nous allons discuter avec le ministère de l'élevage, pour voir dans le cadre de l'élevage quel type, en tout cas, de ressources pourraient être mises en place en association avec l'État, en plus de tous les dispositifs qui existent, le bureau de mise à niveau, la DPME, de tout ce qui existe, pour amorcer les projets dans la partie de leur conception. Quelqu'un qui n'est pas encore en phase opérationnelle et de lui demander d'investir en fonction de la taille de son projet 10 millions, 20 millions, parfois 100 millions, il y a des projets pour les dérisquer, vous pouvez dépenser 1 milliard de francs ou des milliards de francs. Et il est important à ce niveau que les porteurs de projets sachent que, en réalité, monter un projet, c'est du temps, mais ça peut aussi requérir beaucoup de moyens avant même d'aller chercher un financement. Et lorsque le fonds 6 s'engage avec un promoteur ou des promoteurs à aller sur un projet, c'est toujours aussi
de demander aux promoteurs parfois de l'accompagner, à aussi nous assurer que le projet est financé dans sa globalité. Les actionnaires d'un projet ne financent pas la totalité d'un projet, ils apportent de l'argent, ils apportent des biens en nature et sollicitent une institution financière qui apporte de la dette. Et cette dette, par contre, doit être sécurisée par une partie de ses capitaux et d'autres aspects qui sont plus ou moins égaux que ceux qui sont requis par le projet, à savoir les chances de réussite de ce projet. Donc, je vais me tenir disponible avec mon collègue Moustapha Diallo dans les séances de B2B pour voir dans le détail comment vous appuyer, comment vous donner plus d'informations et dire à ceux qui le voudraient que cela pourrait aussi être fait en Wolof pour permettre aux uns et aux autres de participer en toute confiance à ce que nous faisons. Et de vous dire que nous sommes animés par une volonté, une passion, de transformer, d'aider un pas après l'autre à ce que ce Sénégal, qui ne manque pas de talent, puisse réaliser des choses. Tout le temps, je le répète, c'est dans la réalisation que nous pêchons et c'est à ce niveau que nous devons performer. Et j'en veux pour preuve la gestion du temps, où nous pêchons tous, que ce soit professionnellement, que ce soit socialement. Il est important que le temps soit un des premiers facteurs que nous devons maîtriser et d'aller à l'avant entre l'idée et l'action. Parce que toute idée qui n'est pas suivie d'une action à auto-évaluer jusqu'à l'amener à son terme est une idée qui est vouée en tout cas à l'oubli. Merci beaucoup. Wassalam. Merci, M. Gueye. On est revenu au FONSIS, nous avons dit que le périmètre de votre action, l'investissement en capital, l'accompagnement PMI, la rétention d'actifs. Je pense que si nous en tenons à ce qui a été présenté hier en termes de potentialité d'investissement dans le domaine qui a été adressé hier, qui se trouve être le domaine des œufs à couver. Je pense que tous les accouveurs qui sont ici devraient peut-être durant les séances de B2B se rapprocher, entre autres, j'ai dit entre autres, ce n'est pas le seul secteur d'activité qui mérite en tout cas des mises en relation entre acteurs et le FONSIS. Mais à la lumière de ce qui vient d'être présenté, il me semble qu'il y a des possibilités de partenariat entre les acteurs de l'élevage qui sont dans des investissements massifs et le FONSIS. Sans oublier aussi que le FONSIS aussi intervient à travers le fonds généraliste qui sera lancé en 2023 pour les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs individuels qui sont très actifs dans le domaine de l'élevage. Donc, M. Gueye, je sais que aussi durant les séances B2B, il me semble qu'il y a beaucoup d'acteurs qui seraient intéressés par les différentes offres que vous proposez. Je vais finir avec M. Eric Ndour. M. Eric Ndour est le chargé de l'entrepreneuriat au niveau du FONSAP. Le FONSAP, c'est le fonds de stabilisation qui est au niveau du ministère de l'élevage, qui a développé différents outils pour financer les acteurs de l'élevage. C'est un fonds aussi qui bénéficie de l'accompagnement de l'État à travers des crédits du PCI, mais lesquels crédits ne sont pas suffisants. Ce n'est jamais suffisant. D'où l'option qui a été retenue par le FONSTAP, travailler avec des banques avec lesquelles FONSTAP essaie de développer en tout cas des relations de partenariat pour faciliter, soit sous forme de garantie ou autres outils, n'est-ce pas, l'accès au financement pour les acteurs de l'élevage. Donc, Eric, vous avez 2 minutes. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur le conseiller spécial du président de la République en charge de l'élevage, monsieur le secrétaire technique, mesdames et messieurs les responsables, directeurs nationaux, honorables invités, auguste assemblée, assalamu alaikum.
C'est toujours un honneur pour moi de présenter le Fonds STAP et ça me choix encore une fois de plus pour la deuxième édition de vous présenter un peu les produits du Fonds STAP. Mais d'abord rappeler que le Fonds STAP a été créé en 2007 et l'ambition principale du Fonds STAP est de contribuer à la modernisation et à l'émancipation des systèmes de production animale à travers la facilitation à l'accès au crédit. Et il reste bien entendu qu'aujourd'hui, on est en train de jouer un rôle pour un peu impulser une nouvelle dynamique pour pouvoir véritablement booster le volume de financement. Et je rappelle également, on tient compte de tout ce qui est spécificité des activités relatives à l'élevage. Aujourd'hui, notre intervention repose sur 3 instruments. Le premier, c'est d'abord le fonds de garantie. Avec certaines institutions financières de la place, on a signé des conventions. Le fonds de garantie, c'est juste pour assurer, c'est pour garantir le risque de non-remboursement des crédits. On a un autre instrument qui s'appelle la bonification, c'est juste pour alléger les charges de remboursement à travers un taux de crédit, un taux d'intérêt bonifié. Et enfin, on a le fonds de crédit ou refinancement avec les institutions de microfinance avec qui on travaille en étroite collaboration. Il va sans dire, au-delà de ces 3 instruments financiers, le Fonds STAP également est dans une dynamique de formation. Avec l'ONFP, on a pu former plus de 200 jeunes et également on est dans la sensibilisation, on est également dans tout ce qui est appui conseil. Donc pour revenir un peu à nos activités, je m'en vais juste vous donner quelques réalisations avant même d'aborder les perspectives. D'abord, entre 2009 et 2022, on a financé 3693 projets pour un volume financier de 9 milliards 216 millions, dont 3364 projets sur la période de 2012-2022 pour un volume financier de 7 milliards 884. Aujourd'hui, on a formé presque 1186 acteurs au métier de l'élevage et dont 378 femmes. Alors, pour les perspectives, monsieur le secrétaire général, l'année dernière, il nous a été un peu reproché notre plafond de financement. Et sur les recommandations de la première édition, il nous a été suggéré de migrer un peu vers des projets structurants. Donc, raison pour laquelle cette année, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et on avait 2 filières sur lesquelles on a pu quand même développer des business models. C'est d'abord l'activité structurante de production de viande et de mouton avec déjà l'embouche bovine et constitution de réserves fourragères. Donc on est parti sur le business model avec une composition d'exploitation d'une unité avec un noyau producteur de 500 brebis locales et 20 brebis ladoum et une parcelle de culture fourragère irriguée et une unité de fabrique d'aliments de bétail. Et aussi sur une autre hypothèse, on est parti sur une exploitation avec une unité d'embouche bovine de 3 rotations de 100 taureaux de 250 kg par an, un stock de réserve fourragère de 119 tonnes. Donc on a pu quand même produire un business model. Alors, juste pour rassurer un peu nos institutions financières et ceux qui sont actuellement dans les projets structurants, au-delà même de l'embouche bovine, au-delà même de la production bovine, actuellement on a un peu changé d'approche. Je m'en vais juste vous donner un exemple. Pour les projets structurants, on n'a plus de plafond, donc c'est l'expression des besoins. Je dis par exemple un financement de 100 millions avec la LBA ou bien avec la BN2. Si aujourd'hui c'est le fonds STAP qui apporte le bénéficiaire, sur les 100 millions, on est en cofinancement. Le fonds STAP apporte
50 millions, soit 50%, la banque 40%, soit par exemple 40 millions, et le degré d'implication, c'est rapport, c'est 10%. Alors, sur les 40 millions même de cofinancement apportés par la banque, le FONSTAB vient encore garantir les 50%. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a, sur les interventions par rapport au mécanisme de financement, il y a un mécanisme mixte qu'on a voulu expérimenter juste pour alléger et pour rendre beaucoup plus souple l'octroi du crédit pour les projets structurants. Excusez-moi, donc on est dans une dynamique véritablement d'alléger beaucoup plus l'octroi du crédit. Donc je rappelle simplement que nous avons voulu converger autant que possible les mécanismes. Donc on met et le cofinancement et le fonds de garantie en même temps. Et maintenant, en fonction du cas par cas, le bénéficiaire pourra même bénéficier également d'un taux de bonification. Donc aujourd'hui, on espère pouvoir toucher l'ensemble des activités parce qu'au-delà même de cette priorité-là pour l'autosuffisance en viande et en mouton, on est toujours dans la production et l'embauche porcine, on est toujours dans la production et transformation laitière, tout ce qui est élevage de reproducteurs pour la production d'œufs à couver, d'exploitation de périmètres fourragers irrigués, de production et de transformation de miel et cire, d'exploitation des tanneries modernes, d'exploitation des points de vente normalisés de produits pastoraux. Parce que le FONSTAB également va mettre bientôt en place des boutiques Yardoundé. Donc ce sont des boutiques, on a déjà ciblé 20 GIE. Et puis ce sont des boutiques où seulement ce sont des produits d'origine animale qu'on va pouvoir vendre ça et ce sera au bénéfice des populations. Voilà. Maintenant, je disais tout à l'heure également que nous sommes dans le cadre des financements innovants, on est ouvert à tout partenariat public-privé. On est en train également d'expérimenter la finance islamique avec bien entendu le PELEPS. Et aussi, on voudrait avoir une incubation avec des jeunes entrepreneurs en partenariat avec les écoles de formation professionnelle. Là aussi, il y a ce qu'on appelle le fonds d'amorçage qui sera mis en jeu pour permettre aux jeunes qui sortent fraîchement des écoles de formation en élevage et qui voudraient embrasser le métier de l'entrepreneuriat, qu'ils puissent trouver au niveau du FONSTAB un fonds leur permettant d'amorcer un peu leur activité. Je rappelle également qu'on est en partenariat très avancé avec l'ADPME, l'AFPT, ONFP, AgriJeunes, Product, PEDEPS et les écoles de formation comme INSA, avec des partenaires financiers avec LBA, CMS, IMSEC, MECES, PMC Gold, BNDE et nous espérons aussi avec Baobab. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette année, on a voulu innover énormément en orientant un peu notre activité sur des projets structurants, également sur des jeunes qui ont été formés et qui voudraient participer de manière active au métier de l'élevage. Donc nous espérons pour 2023, on a un ambitieux projet véritablement pour exploser un peu les contours sur les projets structurants parce que nous espérons véritablement répondre favorablement à tout ce qui est modernisation et intensification des systèmes de production animale. Voilà en résumé, Monsieur le Secrétaire Général, la présentation du FONSTAB. Je vous remercie. Merci. Merci Eric. Le FONSTAB, c'est une garantie, une bonification, un crédit. Vous avez aussi divers outils pour faciliter l'accès au crédit. J'ai bien noté en tout cas le cofinancement et les facilités que cela confère, avec vraiment une prise de risque assez élevée pour le FONSTAB, financé à hauteur de 50% et encore contribué à garantir 20% des 40% du financement de la banque. Donc c'est vraiment beaucoup de risques que vous prenez pour faciliter le financement. L'option aussi que vous avez retenue, en tout cas, d'aller vers
vers des investissements assez importants. En tout cas, revoyant le plafond de financement me semble assez intéressant. Je pense que tout ceci devrait intéresser les acteurs de l'élevage ici présents. Donc, sans tarder, je vais peut-être ouvrir les débats pour prendre quelques réactions. Il était aussi attendu une intervention de la BNDE et d'Ecobank. Je pense que Ecobank a déjà fait une présentation hier. Si BNDE est représenté ici, on serait très heureux de... C'est une enseignant. Voilà. Je vais donner la parole avant d'ouvrir un peu. Comme ça, on va faire... Est-ce que vous pouvez peut-être nous rejoindre ici? Vous préférez ici? Monsieur Niantel, vous avez 5 minutes pour présenter les offres de BNDE. Alors bonjour tout le monde, bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être ici, d'être présent. Donc je lui donne 10 minutes alors. Maximum, on va faire de tout ça pour bien arriver. Voilà, comme l'a déjà dit mes prédécesseurs, donc je vais juste rebondir par rapport aux interventions d'Éric sur l'intervention du FONSTAB pour le développement du secteur de l'agriculture, de l'élevage. Donc effectivement, il y a des conventions qui sont déjà signées entre le FONSTAB et la BNDE pour permettre aux porteurs de projets de pouvoir bénéficier du crédit. D'habitude, il y avait un souci de financement. Tout le monde sait que voilà, au début, les banques étaient frileuses pour intervenir dans le secteur de l'élevage ainsi que de l'agriculture au sens large. Voilà, mais depuis un certain temps, le paradigme a changé. Donc de plus en plus de banques s'intéressent désormais au secteur de l'élevage ainsi que de l'agriculture. Donc nous, par rapport au mécanisme de financement que nous avons, il y en a beaucoup. Hein. Nous avons des crédits de campagne, nous avons des crédits d'investissement, et par rapport même au crédit d'investissement, on a plusieurs produits. On a le crédit bail, on a l'affacturage, et par rapport aux garanties également, bon, on est en train de voir comment assouplir les garanties. Parce qu'au regard du fait que beaucoup de porteurs de projets, ils ont des soucis d'apporter des garanties. Donc on s'est dit que la donne puisse être changée, il faudrait revoir nos conditions. Bien vrai qu'on est soumis à des contraintes, parce qu'il y a la réglementation qui est là, voilà, qu'il faudrait rigoureusement respecter. Donc c'est sur cette base que nous, on a déjà eu à travers avec le FONSTAB, il y a également l'ADER, ainsi que d'autres structures étatiques avec qui nous sommes en partenariat. Tout ceci, c'est pour permettre aux porteurs de projets de puissent réaliser leurs projets qui auront un impact sur le développement économique et social. Quand je parle social, c'est par rapport au nombre de création d'emplois. Parce que tout le monde sait que sur le secteur de l'élevage, par exemple, financer quelqu'un qui a voilà, une dizaine de têtes, bon, en retour, lui, il va faire, excusez-moi, voilà, il va recruter d'autres personnes qui sont là, dans le même secteur, pour que ces gens-là puissent avoir au moins quelques revenus qui pourront leur permettre de satisfaire leurs besoins primaires. Donc c'est sur cette base que nous, on est en train de voir comment également dupliquer nos offres, comment également intervenir dans plusieurs secteurs, dans toutes les zones du Sénégal, pour que voilà, tous les porteurs de projets, je ne dirais pas que tout le monde pourra être financé, mais le maximum possible. Le maximum possible qui auront des projets vraiment structurants, puissent bénéficier de l'accompagnement, soit de la banque, exclusivement ou bien de la banque et de l'ADER par rapport aux conventions de financement. Voilà, en grosso modo, je pense que c'était ça ma contribution. Et de toute façon, bon, on est là, présent au niveau des B2B, donc je pense que ça sera l'occasion également pour les porteurs de projets voilà, de venir, qu'on puisse avoir le temps de bien échanger par rapport à le projet, quels sont les amendements qu'on puisse apporter pour leur permettre de bien ajuster le projet pour qu'au finish, bon, ils pourront facilement être financés par la banque. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Nian. Vous en êtes limité à 5 minutes, hein, M. le Président. Hein. Je connais un peu la mine. Hein. Donc, je sais que BND aussi intervient un peu dans le domaine de l'élevage. C'est une banque nationale qui finance le développement économique. Et qui parle de développement économique, va épargner l'agriculture au sens large et l'élevage dedans. Alors, j'ai bien apprécié aussi hier lorsque vous avez partagé avec
l'assistance que la BNDE intervient déjà dans des financements importants. Vous avez donné même un exemple de financement de 1 milliard d'euros, soit que vous avez porté à un investisseur dans l'élevage. Je pense que c'est des exemples aussi à citer. J'ai aussi bien apprécié le fait que, au niveau des banques, actuellement, il y a ce changement de paradigme. Donc, si auparavant les banques n'étaient pas très enclines à financer l'agriculture, aujourd'hui, de plus en plus, nous notons en tout cas l'arrivée, un intérêt de la part des banques pour ce secteur-là. Et je pense qu'il faudrait le faire pour accompagner l'État, mais je pense que aussi les investissements dans le domaine de l'agriculture vont devoir encore s'intensifier davantage. Nous avons des défis importants à relever en termes de souveraineté alimentaire. Et ça ne peut se faire qu'avec des investissements massifs, en fait, qui appellent aussi, en tout cas, la présence des banques. Donc c'est fort heureusement que nous notons en tout cas ce changement de paradigme à votre niveau. Et je pense qu'il faut c'est important. Alors, je voudrais peut-être ouvrir les discussions pour une quinzaine de minutes avant qu'on parte à la pause café. Je pense que nous avons accusé un retard de 30 minutes dans l'agenda initial. Donc je vais prendre peut-être 5 à 7 intervenants, sachant qu'il y a des B2B aussi. Ces gens-là qui sont ici seront de l'autre côté et vous aurez peut-être plus de temps pour les interpeller. Monsieur, votre nom? Thierno Ami. Oui, monsieur Dem. Monsieur Carré. DG. Président Ba. Oui. Abdoulaye. Abdoulaye comment? Nous avons 7 inscrits. Monsieur Thierno Alioutal. Monsieur Thierno Alioutal, vous pouvez lui passer le micro. Voilà. Merci CD et bonjour tout le monde. C'est Thierno Alioutal de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, ANCAR. Et donc, merci aussi aux panélistes qui ont abordé des sujets très intéressants. Je m'en vais peut-être poser quelques questions, parce que quand même c'est des appuis très novateurs. Hein. Mais je commence par Nafanek. Quel est le coût de l'accompagnement? Est-ce que aussi l'accompagnement est accessible à tous? Parce qu'aujourd'hui, quand je pense à un GIE ou un GPF de femmes, dans le fin fond de Kaffrine, ou bien à Labgar, ou bien à Medina Yoro Fula, est-ce que votre produit est accessible à ces gens-là? Toujours pour Nafanek, vous avez parlé d'un point très important, c'est la formalisation. Aujourd'hui, si nous voulons aller vers un accompagnement réel de nos producteurs, surtout en élevage, la formalisation est importante. L'accès surtout au financement. Mais moi, là où je voudrais que vous mettiez l'accent, formaliser c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, le véritable problème que nous rencontrons, surtout au niveau de l'ANCAR avec les producteurs, c'est qu'on peut avoir un GIE
qui a plus de 20 ans et on ne change jamais. La gouvernance reste. Est-ce que vous apportez quelque chose par rapport à ça? Parce que si nous voulons vraiment moderniser, il faut que les gens sachent aussi remplacer les gens. La gouvernance doit être vraiment assurée. Pour le bureau, mon ami cher, Diane, le bureau de mise à niveau, est-ce qu'il est au niveau de toutes les régions pour l'accès? Est-ce que dans toutes les régions, dans les services de commerce, aujourd'hui, comment adhérer et avec quel processus nos services de l'adhésion, surtout l'adhésion? Bon. Pour tous maintenant, tous les panélistes, il y a une question que je voulais leur poser. C'est l'accès, surtout la transparence, au crédit. Parce que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on discute avec les gens dans le monde rural, ou bien avec les jeunes, la plupart ils te disent, pour accéder à ce crédit-là, il faut avoir un politicien qui t'accompagne. Quelle réponse vous pouvez donner à ça? Pour souvent le jeune te dit, alors, quelle réponse vous donnez à ça? Je m'en vais maintenant pour donner une recommandation par rapport au financement. Cheikh Tidiane l'a un peu abordé. Avec les primes, ils disent qu'ils donnent les primes après réalisation. Moi, je crois que le Sénégal, il faut qu'on aille vers ça. Il faut que les gens arrêtent de financer avant que quelqu'un ne fasse aucun résultat, surtout aux jeunes. Moi, j'ai assisté, certainement, Fonsi ne me laissera pas mentir, dans certaines régions du Sénégal, où on a financé des jeunes et ils prennent l'argent pour prendre la pirogue. Donc, il faut qu'on revoie cette manière de financer aussi. Financer tout azimut, je crois que ça ne règle pas aussi le problème. Je discutais avec le président du Conseil national de la jeunesse qui m'a un jour dit, Monsieur Tal, aujourd'hui pratiquement tous les fonds destinés à la jeunesse n'ont fait aucun résultat. Je ne sais pas quel argument vous allez donner par rapport à ça. Parce que les jeunes, qui lui donnent l'argent, il fait ce que bon lui semble. Alors tu te dis qu'il a une emprise. Moi je crois que la recommandation, que ce soit les banques, que ce soit les autres institutions de financement, je crois qu'il faut penser financer après avoir au moins fait quelques réalisations. Je vous remercie. Merci, M. Alors, la parole est à M. Onaï. Salam alaikum rahmatullah. Je m'appelle Ablaye Dem, président du CDCS, qui est une organisation de la société civile active en élevage et en éducation non formelle, basée à Dakar. Monsieur le secrétaire général, ñu ngi lay sant di la nuyu bu baax a baax di jël nuyu yëpp di ci teg sa loxo nga jàllale ñu ci conseil technique yi ci directeurs nationaux yi chefs de service yi nos partenaires banquiers et les leaders des organisations de professionnels de l'élevage. Alors man dama ne suñu mbokk financiers yi ñi toog foofu te ñu jot a présenté seen liggéey man dama ne xaalis am na de waaye wante balaa nga si jot yombul noonu de te bu dee xaalis bi ñi nekk ci kaw gi ñoo tax dama gis ni salle bi la véritable cible n'est pas là. Si c'est des industriels qui sont là, des techniciens, des experts, mais borom kaal yi daal borom mbax na yi wéet nañu fi lool mais quand même teew nañu. Ce qui m'amène à dire que wax dëgg yàlla le FONSTAB, le bureau de mise à niveau, la BNDE, vous avez un vaste chantier de communication autour de vos produits. En tout cas, si on prend l'exemple de la zone silvopastorale, certains de vos services sont passés inaperçus. Moi, je pense que vous avez
la carte de communication qui va prévaloir. Il faut jouer cette carte-là. nga jël éleveur bu nekk Tessékéré mu xam ne FONSTAB am na mais toutes ces opportunités là ñun amuñu. Maintenant, quelle est la véritable politique de communication que vous êtes appelés à faire pour que les communautés pastorales puissent en tout cas saisir ces opportunités? Moi, c'est à ce titre-là vraiment que je vous invite pour que ngeen liggéey ci communication bi faire les communautés à la base. Gis nañ au niveau des départements qu'il y a de nouveaux services, des pôles de service, hein, c'est des pôles de service. Mais boo leen laajee FONSTAB dañ lay ne xamuñu ko nga laaj ñu dem ci Agri Jeunes ñu ne amuñu produit boobu boo leen laajee DER ñu wax la ci. Je pense aussi vous gagnerez à vraiment faire un lien entre vos services et ces pôles au niveau des départements. Pour me résumer, monsieur le secrétaire général, en tout cas, nous vous invitons à renforcer davantage la communication en faveur des communautés pastorales. Et je ne saurais terminer sans pourtant interpeller mon ami Cheikh. Il a cité un nouveau projet qui devrait enrôler au moins 100 micro-entreprises. Mais les régions du Nord ne sont pas concernées. Et c'est des régions de prédilection d'élevage. Et là également, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vous remercie. Merci, M. Dam. On a eu la chance aussi d'avoir des OP ici très représentatifs et sur qui aussi nous comptons. En tout cas, partager ces opportunités de financement avec nos membres. On ne peut pas aussi inviter tous les élèves du Sénégal ici. D'accord avec moi. Mais nous avons bien choisi aussi les OP que nous avons invités, sachant en tout cas leur représentativité, leur maillage, en termes aussi de portage de ce type d'informations pour les partager avec nous. Donc nous comptons vraiment sur vous. Alors, le prochain à la parole, c'est M. Carré, qui se trouve être aussi notre secrétaire général des agents du ministère de l'Élevage. Je voudrais aussi noter la présence parmi nous de Mme Caroline Martin, qui représente la Banque mondiale, mais également le représentant de la FAO, aussi qui nous ont honoré de leur présence. Merci beaucoup. Monsieur Karim Zéro. Merci beaucoup, Echec. Je commencerai tout d'abord par remercier et féliciter le ministère pour cette initiative vraiment innovante d'organiser pour la deuxième fois ce forum. Moi, je pense que si on exploite de manière optimale tous les atouts qu'on a ici, je pense que le Sénégal va faire beaucoup de pas en avant. Pour la bonne et simple raison que les financements, les autres facteurs sont là. Mais moi, ce qui attire mon attention, c'est souvent, en matière de financement, on ne parle que des jeunes. Alors qu'il y a les seniors qui sont là. Quand je parle de seniors, je parle de ceux qui ont déjà eu à faire des formations dans les écoles de formation. Que ce soit docteur vétérinaire, que ce soit ingénieur agronome, ingénieur des travaux de l'élevage, que ce soit agent technique et autres. Et souvent, il y en a qui ne sont pas dans la fonction publique. Et même ayant atteint l'âge de la retraite, ils sont souvent disponibles avec des connaissances énormes pour le pays. Alors que quand au final, on parle souvent de jeunes, je pense que M. Tal l'a évoqué tout de suite, en parlant de jeunes qu'on finance et qui prennent la pirogue pour aller en Europe. Moi, je me rappelle du temps du PS, avant 2000, il y a des projets que le PS avait initiés à des jeunes qu'on installait dans les marchés pour faire des boucheries modernes. Mais souvent, ces jeunes-là vendaient le matériel et tout avec pour partir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent.
Donc il faut vous rappeler un peu des seniors. Quand je dis seniors, c'est par rapport à ce que je viens d'évoquer. Donc eux, ils ont souvent des connaissances. Il y a certains qui ont la chance d'être des consultants, d'autres qui ont des cabinets, d'autres qui sont dans d'autres activités. Mais il faut penser à ces personnes-là. Parce que si on pense à ces personnes, je pense qu'ils peuvent eux-mêmes s'adosser à des jeunes pour pouvoir initier des projets et les initier. Mais si on pense exclusivement à des jeunes, moi je pense que là, il y aura des failles. Il y aura des failles. Donc il faut penser à ces seniors parce que les domaines d'activité sont nombreux. Il y a beaucoup de domaines d'activité. La culture fourragère, ils peuvent même créer des écoles de formation. J'en connais beaucoup. Ils peuvent créer des écoles de formation. Il y a même récemment, le ministère avait amené des machines pour fabriquer des aliments du Brésil et qui sont restés très longtemps là-bas au Centre national d'agriculture. Il y a aussi l'embouche, la production laitière, du miel, des cruseaux. Donc, monsieur le secrétaire général, je vous invite à penser à ce seigneur-là. Je vous remercie. Merci. Président, c'est vrai, nous avons une niche importante de ressources humaines et qui pourrait bien être mise à profit, n'est-ce pas, pour développer l'élevage, en termes d'accompagnement des jeunes, mais aussi qui manifestent, qui montrent une totale disponibilité. Mais je vous invite aussi à vous rapprocher aussi des structures de financement. Je pense que, compte tenu de l'expertise que vous avez eue à bénéficier, à développer durant toute votre carrière, je pense que le fait de monter des projets et les soumettre au financement de ces structures aussi, ça peut être une piste. Donc la banque aussi pourrait être bien dans votre temps. En tout cas, je note ça. Et ça, j'ai demandé aussi ça dans les recommandations d'appliquer les séminaires. Alors, la parole est au président Ba. Vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. Merci, monsieur le secrétaire général. Permettez-moi tout de même de féliciter les panélistes. Parce que véritablement, nous qui sommes du secteur privé, votre présence ici et vos interventions nous intéressent au plus haut point. Et je pense que vous connaissez pratiquement tous notre association, l'ANIPEL, j'imagine. Je voudrais dire que l'idée de créer vos institutions, Fonds 6, Fonds Stable, est quelque chose que je viens de découvrir d'ailleurs là, M. Chertillane, c'est bien ça. C'est donc votre structure, le bureau de mise à niveau, et qui est absolument intéressant. Et je pense que nous allons certainement, au-delà de poser des questions, mais véritablement nous rencontrer pour travailler, parce que l'ANIPES, c'est tout de même pratiquement quelques 400 membres qui sont là et qui touchent toutes les couches sociales de ce pays et qui ont des problèmes. Je vais taquiner quand même nos amis les banquiers pour leur dire que l'idée de l'État du Sénégal d'avoir créé ces institutions-là que je viens de citer, mais a fait que les banquiers commencent à bouger, et comme par hasard. Parce que pour accéder au crédit, c'était quand même la croix et la bannière. Mais nous sommes invités à des rencontres, et c'est une très bonne chose. Et je pense que l'idée donc était une très bonne chose. Alors, mais comme les autres là, qui peut-être, je dirais, vont marcher sur la langue, c'est que vos institutions ne sont pas très bien connues là, monsieur. Constat, Francis, etc. Et surtout monsieur Chertillane. Je pense que vous avez intérêt à vendre un tout petit peu plus votre produit. Madame Diaby, je pense que c'est ça aussi, mais véritablement, ce sont des structures qui sont absolument inconnues. Et je crois que vous avez des choses tellement intéressantes que vous avez présentées aujourd'hui, mais que nous ne sommes pas prêts à vous lâcher. Ça, je voudrais vous le dire. Et je pense que ce que nous allons avoir, si vous voulez, si vous le permettez, c'est ces rencontres en B2B
et véritablement de voir un peu ce que nous voulons faire. Vous savez très bien qu'avec les opérations que nous avons eu à faire avec l'État du Sénégal en partenariat public-privé a valu quand même des satisfactions. Et le président de la République, d'ailleurs, lui, est très attaché aux opérations que nous sommes en train de faire. Bien entendu, le ministère de l'élevage, que nous remercions au passage d'ailleurs pour leur assistance renouvelée. Et je crois que vous avez quand même du travail, messieurs, parce que après cette... si on peut se rencontrer un peu plus tard, je ne pense pas que tout ce qu'on veut faire avec vous puisse être fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Alors je crois que ce qu'il va falloir, c'est peut-être de s'échanger des cartes et d'avoir des rendez-vous de travail professionnels. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Secrétaire Général, en vous remerciant encore une fois de plus. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Président. Merci. Alors, je donne la parole à Madame Fatoumata Dia. asalaamaaleykum mbooloo mi te ñoo ngi leen nuyu di nuyu panélistes yi di nuyu assistance bi yëpp ñu ngi rafetlu encore deuxième journée forum ndax saa yoo ñëwee rek mën naa ne da ngay gën a kontaan ba pare ngay rëccu sax tuuti su ma sañoon diw ak diw ñu ñëw ñu fekkee mais nag comme li nga wax sànq rek ñëpp mënuñoo fekkee mais na sa xel dal ndax léegi dañu nekk ci jamono boo xam ne pour restituer dafa yomb li ñuy def fii tey balaa guddi fekk ñëpp yëg nañ ko waxuñu la sax organisation bi nga xam ne mu ngi fii ci Sénégal mais sous région bi sax daanaka da ciy jox donc loolu tamit doy na sant yàlla ma ñëw rek ci madame Dia bi borom Nafa nekk vraiment may am mbégte lool nag ci intervention bi ndaxte li nga fi wax yépp ñun jigéen ñi dañ ko soxla ndax man toujours damay wax ci réunion yi nga xam ne dañ koy tenir man su ma sañoon bala ñoo financer kenn ñu former man formation la ñu war a jiital ba pare loolu moom yéen ñi ngay xam ne yéen ay financier yi xaw ma da ngeen di changer tournure xaw ma nu ngeen di def daal mais seen xaalis bala ngeen koo jox former leen nit ñi ba pare ndax nit ki soo ko formé ci li nga xam ne mu ci nekk déjà pour nga gunge ko ci loolu problème bu yàgg jafe-jafe nag mënta ñàkk ndax xëy na ni ngay bëggee ak lii am yàlla rek moo ko xam waaye en tout cas daal jigéen ñi moom vraiment man xam naa ne ay jàmbaar lañu te surtout ci secteur élevage tey mën naa ne jigéen ñi ay polyvalente lañu ndax ku ci nekk am na loolu la ràññee comme suñu nee Fatmata Dia ñëpp xam ne ci soow lañ ko xam mais maa ngi def embouche maa ngi def culture fourragère donc filière yi ñuy def yëpp man prise de peau rek laa ci mosul laa donc nañu def tout pour ñu accompagner jigéen ñi ci li nga xam ne ñoom la ñuy liggéey xam-xam baa ngi fi cawarte baa ngi fi mais moyens yi ñoo fi nekkul kon moyens yooyu nag jàppale leen jigéen ñi ñu former leen madame Dia bi moom yàlla dafa dogal sax man xàmmeewuma ko woon mais gise nañ ci benn ndaje ndax man en général fépp fu ñu woo développement rek man dama ciy sawar a ñëw ndax loolu defe naa si sama deret la nekk donc bi muy inauguré centre bi ñu waxtaanee sànq ci laa rappelé wu man bokkoon naa ci ñi nga xam ne dañ leen invité woon ci département Kër Massar léegi nag département Pikine daf ñu feral mais sant yàlla ndax kuy ñaan rek day ñaan màgg donc département Pikine màgg na màgg boo xam ne ba yàlla dogal région Dakar am nañu benn département muy département Kër Massar yàlla dogal ma bokk ci département boobu donc yow moom dinañu gise incha allah ndaxte jigéen ñi dañu bëgg ay formation dañu bëgg tamit ñu formaliser leen ndax ñu bëri dañuy regrouper ñuy liggéey bu am solo fekk amuñu ay kayit donc pour ñu buggee leen ba ci ñu am kayit yooyu loolu tamit day yokk seeni kii man beneen bi tamit suñu ñëwee ci financement yi moom des fois sax danga naan est-ce que jar na ndax su dee yow da ngay ñëw pour ñu lebal
te liñ lay lebal da nga koy fay ala kuli aam te lañ cay daj day metti am na jigéen ñoo xam ne ñu bari dañuy am paresse di dem di ñëw donc tamit war ngeen a mën a xoolaat yéen financiers yi naka ban doxalin ngeen di jël ba ki nga xam ne day ñëw di leb au moins mu mën fa bañ a am yenn durée yi demal te ñëw nangam loolu tamit daal vraiment bëggoon naa tamit ngeen taw li ci des nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetluwaat ndaje bi di leen séentu nag ci biitu bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci kanam incha allah merci ñu nekk si jàmm. Merci Madame la Présidente. Monsieur Papa Bara Ndiaye. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Bonjour à toute l'assistance, chacun en son rang, titre et grade. Je m'appelle Papa Bara Ndiaye, conseiller technique au ministère du Développement communautaire. Je voudrais tout d'abord saluer le ministère de l'Élevage pour l'opportunité qu'il a offerte aujourd'hui à toute l'assistance. Saluer également les panélistes pour les communications de haute facture. Avant de plonger dans le vif du sujet, pour dire que le vœu cher à Monsieur le Président de la République d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit ne pourra être effectif qu'avec un secteur primaire fort et compétitif. Quand on dit secteur primaire, l'élevage, la pêche, l'agriculture sont concernés. Je voudrais dire qu'au niveau du ministère du Développement communautaire, avec le PUDC, dans sa composante 2, travaille à l'amélioration de la productivité rurale, de la production agricole et de la production de l'élevage. Ceci pour dire que les instruments existent à travers le pays. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de communication. La volonté est forte, les outils existent, mais le plus souvent, la communication n'est pas accessible au niveau des cibles qui sont désignées. Pour revenir au PUDC, au niveau de son budget 2023, il y a des actions qui sont prévues pour le secteur de l'élevage à travers la chaîne de valeur lait. Un financement de plus de 600 millions est prévu pour accompagner ceux qui œuvrent au niveau de cette chaîne de valeur. C'est pourquoi ce genre d'activité est d'une importance capitale. Donc c'est juste pour appuyer dans ce sens, pour vous dire qu'au niveau du ministère du Développement communautaire, il y a des projets qui œuvrent dans ce sens et il faudrait juste que cette synergie soit effective parce qu'en définitive, on a le même objectif. Merci beaucoup et à tout à l'heure au niveau des activités du public. Merci, M. Diaye. Merci. Je vais terminer. Voilà, M. Abdoulaye. C'est Abdoulaye comment? Koulibaly, voilà. Je pense que la pause café est complète, non? Donc, je pense qu'après, on va donner la parole aux différents. Pause café, je pense. Hein? Je vais donner la parole après Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier l'assistance et féliciter Monsieur le ministre pour ce forum qui en est à sa deuxième édition. Alors moi, je me présente Abdoulaye Koubari et je suis du groupement des propriétaires et éleveurs de chevaux de course au Sénégal.
Et qui parle de cheval, parle élevage, parle cheval, effectivement. Alors, je voudrais dire que le métier de cheval ici au Sénégal ne dit pas son nom. Et vous savez que le hippisme au Sénégal, c'est quelque chose de culturel, folklorique, mais sur le domaine du sport, il n'est pas vraiment bien connu. Et je voudrais dire ici que le premier cheval qui a été vendu à 5 millions, c'était le cheval le plus cher, c'était une jument du nom de Bidéo en 1998. Aujourd'hui, c'est une jument qui a coûté 30 millions de francs CFA ici au Sénégal. Et nous voudrions vraiment qu'on nous aide un peu avec les partenaires qui sont là, qui pourraient nous aider à avancer dans la filière. Alors aussi, il y a une rentabilité qui est nulle pour tout ce que nous dépensons pour les chevaux. Sur le domaine vétérinaire, engagement des chevaux pour les courses hippiques, les infrastructures, le personnel, tout ça. Alors je voudrais aussi dire qu'il y a 5 ans de cela, j'avais demandé à Mme Aminata Mbengue, qui était alors ministre de l'élevage, qu'on fasse venir au Sénégal des juments suitées, c'est-à-dire des juments qui étaient pleines, qui attendent des bébés, si vous voulez. Et ça, si l'État du Sénégal faisait venir ces juments, elles pourraient être distribuées, subventionnées aux propriétaires, au prorata. Et ensuite, ces mêmes juments, au bout de 2 ans, pourraient produire des poulains pur sang. Et ainsi, le Sénégal pourrait basculer, justement pour les courses aux normes internationales, au lieu de faire des courses avec nos chevaux hybrides. Parce qu'ici au Sénégal, pour avoir un cheval de course, il faut que son père soit un pur sang, ou bien un cheval, un pur sang anglais, ou bien un pur sang arabe. Mais la maman doit être de souche sénégalaise. Il faut qu'elle ait le sang sénégalais. Alors c'est pour ça qu'on l'a appelé le pur sang sénégalais. Mais le pur sang sénégalais ne peut se limiter qu'au Sénégal. Et vraiment, si nous avions des pur sang nés et élevés au Sénégal, nous pourrions peut-être même rivaliser avec les autres courses dans les autres pays, à l'image du Ghana, qui maintenant ne fait que des produits des courses de pur sang. Et ça c'est rentable. Et sur ça aussi, si on nous aide et que si vraiment il y a un partenariat donnant-donnant, les agriculteurs pourraient même se voir dans cette affaire. Par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau produit qui s'appelle la luzerne. C'est un produit qui a toujours existé en France, mais qui peut pousser ici au Sénégal. Et maintenant, au lieu de la paille d'arachide seulement, ce nouveau produit vraiment nous aide pour pouvoir nourrir les chevaux et c'est pas cher. Donc nous sommes ouverts et nous attendons vraiment des partenaires qui viennent et qu'on puisse faire un partenariat donnant-donnant, comme on dit. Parce qu'à ce sujet, le professeur Sakhir Thiam a créé un projet qui s'appelle Teranga Ndiap, ou si vous voulez, les honneurs du galop. Ça, c'est pour privatiser les courses hippiques et aller de l'avant. Surtout avoir des prix vraiment qui peuvent aider les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires et tous ceux qui tournent autour du cheval. On pourrait même créer une école du cheval avec la formation des maréchaux ferrants et des jockeys, des entraîneurs, des lads, tout ça pour au moins aider à l'éducation des enfants. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment ça bien, c'est humble. La société de course de Toulouse, en tout cas développer cette filière, mais comment dire, en s'appuyant sur le volet sportif dans tous les pays, en tout cas, qui cette filière développe. Je pense que c'est des questions que nous pouvons faire, en tout cas, aborder davantage. Merci de l'avoir soulevé. Alors, je donne la parole à M. Si, qui va peut-être réagir.
les interpellations en tout cas concernent Nafanec, le secrétaire général de Nafanec. Je pense que avec Madame Guéhi, je donne la parole au DG pour réagir. Allez-y. Merci, DG. Bonjour tout le monde. Je vais déjà répondre à M. Tal, car il nous a posé une question vraiment importante par rapport à la question à laquelle Nafanec compte être dans toutes les zones. C'est notre objectif. Actuellement, nous avons une équipe composée